Bien, donc je me présente, Martine Drouet, je suis médecin à l'hôpital d'Angers, au CHU d'Angers. Je suis clinicienne et je dirige l'unité d'allergologie du CHU. Alors, je vous parle donc des réactions allergiques. Je vais me permettre, avant d'aborder véritablement les allergies des végétaux, de vous faire un petit rappel sur les allergies pour savoir véritablement de quoi on parle. Donc, en fait, il y a allergie et allergie. Il y a différents types d'allergies. Ce qui va concerner notre pratique de clinicien, c'est ce qu'on appelle l'allergie immédiate, dans laquelle on va retrouver des maladies dont je vais vous parler après. Et puis, ce sont les allergies retardées qui sont très différentes, où on va trouver des eczémas, des dermatoses diverses. Dans l'allergie immédiate, ce qui se passe, c'est qu'on a le protagoniste, c'est une cellule qui s'appelle le basophile ou le mastocyte, peu importe, c'est la même cellule, bourrée de granulation, sur lequel viennent se fixer des anticorps de l'allergie, qui sont des IgE, des immunoglobulines E, qui sont spécifiques d'un allergène végétal, donc en l'occurrence. Et quand cette IgE rencontre son allergène, la cellule s'active, elle dégranule, c'est-à-dire elle libère dans le milieu ambiant toutes les granulations, et elle libère deux types de médiateurs, des médiateurs préformés qui vont être responsables de la réaction très rapide, d'où son nom, réaction immédiate, et des réacteurs un petit peu plus des médiateurs un peu plus lentement formés, qui sont des leucotriènes, qui vont être responsables de la réaction tardive. Voilà. En pratique, ça nous donne deux types de pathologies complètement différentes selon qu'on est dans des médiateurs exclusivement immédiats ou dans des médiateurs un peu plus chroniques. On a des formes violentes de l'allergie qu'on appelle l'anaphylaxie, dans lequel vous avez l'urticaire, l'œdème de Quick, le choc anaphylactique, qui est des pathologies les plus sévères, et l'asthme aigu grave non moins sévère. Et puis on a des formes plus chroniques, moins violentes et moins préoccupantes, comme la dermatite atopique, comme la rhinite, l'asthme chronique, la conjonctivite ou certains troubles digestifs. Un petit mot sur le syndrome oral alimentaire, qui est de l'allergie immédiate également. C'est une pathologie assez bénigne, qui survient rapidement, donc on mettrait plutôt dans les formes aiguës, mais bon, c'est bénin, donc on a du mal à le mettre dans l'anaphylaxie. C'est une atteinte de la muqueuse buccale, à type de picotement, de sensation de corps étranger. C'est très souvent bénin, c'est dû à des allergènes qui sont détruits rapidement par la digestion, ce qui fait que ça donne très peu de réactions générales systémiques, choc anaphylactique, pratiquement jamais. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ce sont pratiquement toujours des aliments végétaux qui déclenchent ce type de réaction. On voit très peu ce syndrome oral avec des aliments comme des viandes ou du lait ou ce genre de choses. Dans l'allergie retardée, c'est une autre physiopathologie, autre mécanisme. On a toujours un allergène, bien évidemment, qui va être présenté par ce qu'on appelle une cellule présentatrice d'allergène, un lymphocyte T. Il n'y a plus d'anticorps dans ce type d'hypersensibilité. Et quand ce scénario se produit, il y a la production de lymphokines qui sont responsables des lésions tissulaires et qui sont responsables de la pathologie de l'allergie retardée. Dans l'allergie retardée, on trouve exclusivement des tableaux chroniques, comme la dermatite atopique, comme des dermatoses diverses, comme des troubles digestifs. On va trouver là-dedans, par rapport aux végétaux, par exemple, un bon nombre d'eczémas de contact aux végétaux, qui sont assez souvent des pathologies professionnelles. Alors, comment on fait un diagnostic également rapidement pour être complet? Quand on fait un diagnostic d'allergie, excusez-moi, tout part de l'histoire clinique. On étudie, on a ce qu'on appelle un interrogatoire qui est assez long dans notre discipline. On va faire des tests cutanés, puis éventuellement on fera de la biologie. Et éventuellement, si on veut une certitude diagnostique, et en allergie alimentaire, c'est indispensable. On ne met pas un régime alimentaire en place si on n'a pas de certitude. Il nous arrive de faire des tests de provocation. Alors l'histoire clinique, en général, on n'a pas trop de soucis, elle est souvent évidente dans l'anaphylaxie parce que le délai est rapide, c'est reproductible, mais parfois c'est plus complexe. Un patient, souvent, il mange plusieurs choses en même temps, donc on n'a pas toujours le coupable qui saute aux yeux. Et puis on a une situation qui est très particulière, qui nous embarrasse beaucoup, c'est quand il y a des cofacteurs non spécifiques dans les réactions allergiques aiguës. Les cofacteurs, je les cite ici, c'est par exemple l'effort physique qui est responsable du syndrome d'anaphylaxie induit par l'exercice. C'est par exemple la prise de médicaments, aspirine, anti-inflammatoire, paracétamol, qu'on nous envoie toujours pour des suspicions d'allergies médicamenteuses et qui sont parfois des allergies alimentaires et souvent à des aliments végétaux d'ailleurs, l'alcool, la fatigue, le stress, les facteurs hormonaux. Donc ça nous donne une espèce d'équation qui est un peu complexe, c'est-à-dire l'aliment tout seul ne déclenche rien,
Le cofacteur tout seul non plus, mais c'est quand le patient consomme un aliment en même temps qu'il est soumis à un des cofacteurs qui fait une réaction de type anaphylactique. Et ça nous donne des histoires cliniques qui sont parfois un peu déroutantes parce que non systématiques. Alors le prototype de ça, c'est l'anaphylaxie induite par l'exercice, très souvent induite par des aliments végétaux, où on a des réactions cliniques de type anaphylactique, donc avec toutes les gravités possibles, qui sont déclenchées par l'effort physique. C'est souvent dans ce sens-là que ça se produit, pourquoi je l'ai mis en gras. C'est l'aliment qui est consommé, suivi de l'effort, qui déclenche l'anaphylaxie. Plus rarement, c'est l'aliment qui déclenche après l'effort, mais c'est beaucoup plus souvent dans ce sens-là. C'est une étiologie alimentaire dans 80% des cas, cette anaphylaxie induite par l'exercice, et c'est le blé qu'on retrouve le plus souvent, puisque pratiquement 50% des cas se relèvent d'une anaphylaxie au blé, et c'est nous qui avons fait, c'est notre équipe qui a fait la première publication en 83 de cette anaphylaxie induite par l'exercice au blé. Quand on est dans des formes chroniques d'allergie alimentaire, alors là c'est jamais évident. Le délai est différé, le patient ne fait pas le lien de causalité entre l'aliment qui a pu être ingéré la veille ou l'avant-veille, et donc on est forcément en revanche dans des aliments quotidiens. Donc un des aliments les plus courants qu'on va retrouver dans l'allergie alimentaire chronique, ça va être le blé. Voilà, pour faire le diagnostic, on fait des tests cutanés. Les tests cutanés vont être différents selon qu'on est dans de l'allergie immédiate ou retardée. L'allergie immédiate, c'est un test qui est lu tout de suite, à 20 minutes, prix de test, puisqu'on est dans l'allergie immédiate. L'allergie retardée, c'est un test qui est lu à retardement. Le prix, ça ressemble à ça. Ce petit enfant, pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce type de test, contrairement à ce qu'on entend dire en permanence. On fait ça sur l'avant-bras, on dépose la goutte d'allergène. On a des laboratoires qui nous donnent des extraits allergéniques de blé, de diverses substances céréales et autres. On fait ce qu'on appelle un prick, avec un petit matériel qui est fait exclusivement pour cela, et on déclenche une réaction d'urticaire à 15-20 minutes. Quand on fait un patch, c'est complètement différent. On dépose nos allergènes dans le dos des patients, enfin sur une petite plaque d'aluminium qu'on colle dans le dos des patients. On enlève ce test à J2 et on obtient un test positif qui ressemble plutôt à de l'eczéma. Voilà, on peut aussi faire de la biologie, on peut doser les IgE spécifiques dans l'allergie immédiate. C'est une technique sandwich, on a un allergène qui est fixé sur un support, on applique le sérum du patient, on révèle par un anti-IgE et les résultats sont donnés en kilo-unités arbitraires. Alors, on a deux types de dosages qui sont très intéressants. On peut doser globalement. Je peux demander des IgE spécifiques au blé, au céleri, à n'importe quel aliment. Je vais avoir un test monoallergène qui me donne un résultat quantitatif. Mais ce qui est très intéressant, et je vais revenir après, à propos des végétaux, c'est qu'on peut maintenant doser les composants allergéniques. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a deux patients allergiques à même allergène ne sont pas forcément allergiques à la même protéine. Et je peux maintenant doser une bonne partie des composants allergéniques. Donc c'est ce qu'on appelle le dosage des composants allergéniques, qui peut nous être donné soit par unité, c'est ce qu'on appelle les monodosage, soit par dosage multiple. On a des puces, j'ai cité la puce Isaac, mais il y en a d'autres, qui nous dépistent des IgE, donc des anticorps d'allergie dirigés contre une centaine de composants. Et puis enfin, si au bout du bout, on n'a toujours pas de diagnostic, on fait un test de réintroduction qui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours mieux quand on veut mettre en place un régime alimentaire d'avoir une certitude, on ne le fait pas sur des critères probabilistes. Donc on fait des tests de réintroduction qui sont à visée diagnostique, qui doivent donc aller jusqu'à une dose réaliste, même si on est très prudent et on y va tout doucement. Et l'intérêt, c'est de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. Un tout petit mot aussi, parce que je vais vous en parler beaucoup dans l'allergie aux végétaux, sur ce qu'est une allergie croisée. L'allergie croisée, c'est une communauté antigénique partielle entre deux allergènes qui sont globalement différents. On peut figurer ça schématiquement comme ça. Donc on a deux allergènes, un gris, un vert, qui sont deux allergènes différents. Ce patient qui est sensibilisé à cette protéine-là, de l'allergène 1, ne sera pas allergique à l'allergène 2. Idem pour ce patient, sensibilisé à cette protéine-là de l'allergène 2, ne sera pas allergique à l'allergène 1. Et le patient malchanceux qui tombe sur la protéine commune, s'il se sensibilise à 1, il devient allergique à 2, et s'il se sensibilise à 2, il devient allergique à 1 parce qu'il est tombé sur la protéine commune. Alors ceci pour figurer qu'il y a des différences d'homologie plus ou moins variables entre nos allergènes croisants, mais on va maintenant parler véritablement des végétaux et vous allez voir qu'on est beaucoup dans l'allergie croisée quand on parle de l'allergie aux végétaux.
Ici, ce sont les données du réseau d'allergovigilance. Tous les allergologues, enfin pratiquement tous les allergologues déclarent leur cas d'allergie au niveau national à ce qui s'appelle le réseau d'allergovigilance. Et je vous ai pris ici les chiffres de 2010. Vous voyez ce qui est déclaré pour tout ce qu'on peut considérer comme des graines. Donc j'ai mis en rouge ce qui était le plus fréquent, avec ce qui domine de très loin en 2010, c'est l'arachide. Pour les fruits, c'est le kiwi. Bon, après, c'est très varié. Pour les légumes, le chef de file est de très loin et ça le reste, c'est le céleri. Les autres, vous voyez, sont quand même beaucoup plus anecdotiques. On n'a pas tant d'allergie que ça aux légumes. Ici, ce sont les chiffres toujours du réseau d'allergovigilance de 2011. Donc, je vous ai tout mis, les végétaux en rouge et les non-végétaux en bleu, et que les végétaux sont quand même très dominants dans nos déclarations. Ce sont les accidents sévères, donc, qui sont déclarés ici. On ne tient pas compte, vous n'avez pas de syndrome oral, là, par exemple, là-dedans. Et vous voyez que ce qui domine, maintenant, ce sont les fruits à coque qui ont pris le pas sur l'arachide, qui sont dominants, et la noix de cajou est en train de devenir un allergène très, très dominant dans nos déclarations. Alors, allergie aux légumes, je devrais dire, et autres, parce qu'il n'y a pas que des légumes. Vous les avez ici sur la droite, donc énormément d'allergies croisées, selon le petit schéma que je vous ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, le céleri, on trouve pratiquement ça tout le temps chez des patients qui sont allergiques au pollen d'armoise ou d'autres composés. Tomates, pommes de terre, poivrons, on va souvent trouver ça chez des patients qui sont allergiques aux graminées. Les pois, les lentilles, les haricots, on va trouver ça chez des... Alors ça, c'est l'allergie croisée entre pollen et aliments. On a des allergies croisées entre aliments et aliments. Par exemple, l'arachide peut être associé à une allergie à d'autres légumineuses comme pois, lentilles et haricots. Les oléagineux, idem. On a des allergies croisées entre les aliments légumes et les gommes végétales. Par exemple, les patients qui sensibilisent au latex sont susceptibles de faire des allergies aux épinards, aux poivrons, aux sarrasins. Et puis, plus étonnant, mais non moins réel, on a des allergies croisées entre certains aliments, comme les crucifères, et des produits, tout ce qui n'est pas végétal du tout, qui sont des produits chimiques qu'on utilise dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie des voitures, qui sont des isocyanates. Ces isocyanates ont la particularité d'avoir des protéines riches, des particules riches en soufre qu'on retrouve dans certains aliments, et on peut devenir allergique aux choux par voie professionnelle en travaillant dans l'aéronautique. L'allergie aux fruits, idem, on est énormément dans les allergies croisées. Pour les excusez-moi, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Pour les pommes, pêches, abricots, cerises, on est dans l'allergie croisée avec les pollens de bouleau et autres bétulacées. Melon, banane croise avec l'ambrosia. C'est la première allergie croisée qui a été décrite, c'est en 1970 à peu près, où là on a compris que nos allergènes avaient des liens entre eux par ces systèmes d'allergie croisée. Entre aliments et aliments, vous avez l'arachide qui croise avec certains fruits à coque, les lupins avec l'arachide. On retrouve les gommes végétales et les aliments avec le latex et certains fruits, avocats, bananes, kiwis, châtaignes, etc. Il y en a d'autres. Et puis vous avez des allergies croisées entre des plantes vertes d'appartement et des aliments. Par exemple, en sensibilisant au ficus, on peut devenir allergique à la figue. L'allergie croisée est très intéressante parce qu'on se rend compte qu'elle peut être géographie dépendante. J'ai pris le cas de la pomme, dont on vous a parlé pour tous ses bénéfices tout à l'heure. Quand on est allergique à la pomme, on peut être allergique, alors il y a plein de possibilités, mais les deux principales, on peut être allergique à maldéin de la pomme ou à maldédroit de la pomme. Quand on est allergique à maldéin et qu'on vit dans les pays nordiques, on s'est sensibilisé à la pomme par le bouleau. Parce qu'en fait, maldéin de la pomme, c'est une protéine PR10 qui est similaire à B2V1, qui est l'allergène majeur du pollen de bouleau. Quand on vit dans les pays d'Europe centrale, on peut être allergique aussi à maldéin, et en général, là, il n'y a pas de bouleau. On arrive à maldéin de la pomme par l'armoise et par ART-V1, qui est une autre protéine PR10. Donc vous voyez l'intérêt de ces composants allergéniques qui nous renseignent beaucoup sur la façon d'entrer dans une allergie alimentaire qui est très variable d'un pays à l'autre et qui montre bien que l'allergie est une pathologie de l'environnement. Par exemple, ce modèle-là, B2V1 maldéin, je peux vous dire qu'il y a 30 ans, dans nos pays de Loire, on ne voyait pas d'allergie à la pomme parce qu'il y avait beaucoup moins de bouleau que maintenant. Le bouleau, vous le savez, c'est un arbre ornemental qui est très joli, qu'on a mis partout. À Angers, on en a plein. Je vois plein d'allergies à la pomme depuis effectivement quelques années.
enfin au moins 15-20 ans. Quand on est allergique à MALD3 de la pomme, alors là on est sur un allergène qui est une LTP, qui est une protéine de transfert lipidique, qui est très proche d'un allergène de la pêche, et ce modèle-là, on va le trouver dans les pays méditerranéens. En fait, les patients rentrent dans l'allergie alimentaire, par l'allergie alimentaire dans ces pays méditerranéens. L'importance pour nous, allergologues, c'est que d'être allergique à MALD1 ou à MALD3, ça n'a pas du tout la même conséquence clinique. Un patient qui est allergique à MALD1, il va faire un syndrome oral, il va faire des choses bénignes. Un patient qui est allergique à MALD3, il va faire des chocs anaphylactiques, il va faire des réactions systémiques. Donc pour nous, c'est très important de faire cette différence. Ces composants allergéniques sont une aide très précieuse au diagnostic. Je vous prends quelques autres exemples. Par exemple, ces composants sont des marqueurs de diagnostic. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'anaphylaxie induite par l'exercice, en vous disant que l'allergène qu'on retrouvait plus fréquemment, c'était le gluten du blé, et en particulier les gliadines du gluten du blé. On a un marqueur là-dedans, qui est l'oméga 5 gliadine. Quand les patients ont des IgE anti-oméga 5 gliadine, qu'on appelle des R-triadis 19, c'est une signature du diagnostic, c'est pathognomonique de l'anaphylaxie induite par l'exercice. Ils ne sont pas tous, on a quelques anaphylaxies au blé qui ne sont pas dues à cet allergène, mais quand on trouve cet allergène, on a une certitude diagnostique. Vous voyez l'intérêt de ce type de marqueur. Ce sont des marqueurs de sévérité, on a parlé de la pêche déjà tout à l'heure. Si un patient allergique à la pêche sort dans ses IgE spécifiques du PRUP3, on sait que c'est un marqueur de sévérité. S'il sort une PR10, PRUP1, on sait qu'on a un syndrome moins sévère. Ça fait la différence entre allergie clinique et une simple sensibilisation, par exemple pour l'arachide. Si un patient qui est sensibilisé à l'arachide exprime ses IgE contre ARAH2, on a une allergie quasi certaine. C'est comme l'oméga 5 gliadine du blé. Si en revanche il sort une protéine qui est la PR10 ARAH8, on sait qu'il est sans doute certes sensibilisé, peut-être qu'il ne fera rien cliniquement, au pire il fera un syndrome oral. Donc ça nous intéresse beaucoup tous ces composants allergéniques. Et puis, on y pensera en fonction de l'origine géographique. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure, mais en voici un autre. Un patient qui est sensibilisé à l'arachide, qui n'exprime pas ARAH2, si ce patient vient du pourtour méditerranéen, il faudra penser qu'il y a un autre allergène majeur qui le concerne, qui est ARAH9 de l'arachide. Donc, on ira doser ces IgE spécifiques anti-ARAH9. Il faut dire également que les végétaux sont des additifs alimentaires. Alors pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. On va retrouver beaucoup de... Je pense que la liste est à peu près exhaustive. Je l'ai prise dans un guide des additifs alimentaires qui est aux éditions Frison-Roche. Ils sont cités pour diverses nuisances, dont en violet, je vous ai mis les risques allergéniques retenus par les auteurs. Je dois vous dire qu'en fait, on n'en voit pas très souvent. Alors, il n'est pas exclu qu'on ne sache pas très bien les diagnostiquer, parce que c'est compliqué, on n'a pas forcément d'extrait allergénique pour les diagnostiquer. Je vais vous montrer un petit peu plus loin une observation de E160 quand même. Enfin, voilà la liste de tout ce qui est additif alimentaire et qui est donc susceptible de donner des réactions allergiques également. Je vous montre une observation d'une patiente que j'avais vue en 2003. Qui a fait une succession de chocs anaphylactiques, comme vous pouvez le voir, assez impressionnant. Ça débute en février 2003, elle fait un choc après avoir mangé tout cela, puis quelques jours plus tard, elle recommence après avoir mangé tout cela. On se doute que ça on va tomber sur l'avocat, puisque c'est le seul point commun entre les deux aliments. Et de fait, son premier bilan allergologique confirme qu'elle est bien allergique à l'avocat et au latex, dont on sait qu'on arrive souvent à l'avocat par le latex, donc c'est implicite chez nous. On tombe sur l'avocat, on va tester le latex. Donc, on contre-indique, enfin, l'allergologue qui l'a suivi à l'époque contre-indique avocat et latex. Et puis elle continue à faire des chocs. Alors, vous voyez, ici, on fait très bien ressortir l'aliment qu'on suspecte, puisqu'on sait qu'il est associé au latex, paprika et poivron. Et puis elle finit en octobre 2003 par faire un choc en mangeant crevettes et courgettes, dans lequel on ne voit pas bien où est le coupable. On lui fait des tests, alors les tests cutanés sont positifs pour l'avocat, pour le poivron, pour le paprika, pour le latex, avec une très bonne pertinence clinique pour avocat poivron. Le latex, on ne sait pas trop ce qu'elle en fait. Et puis la crevette, tout est négatif. La courgette aussi, que j'ai pas mis sur le tableau, tout était négatif, donc on n'a aucune explication pour ce choc du 15-10-2003. Voici son test au poivron, qui est très positif.
Donc on a une explication pour pratiquement tous les épisodes, et pas du tout pour le dernier épisode, sauf qu'on va se renseigner auprès de l'industrie agroalimentaire et qui avait produit la crevette. Et le colorant autorisé dans ces crevettes-là était un extrait de paprika, était du E160C. Donc effectivement, là on a tout compris, elle est allergie au paprika. Donc voilà pour l'allergie alimentaire. On va terminer rapidement avec les allergies de contact aux végétaux qui ne sont pas toujours allergiques. D'ailleurs, j'aurais dû mettre dermatose de contact aux végétaux parce qu'il y a quand même pas mal de dermatoses qui ne sont pas allergiques, beaucoup plus que de dermatoses allergiques d'ailleurs. Donc dans les dermatoses non allergiques, vous avez tout simplement des dermatoses par irritation mécanique, du traumatisme par la plante elle-même, avec diverses possibilités, mais par exemple, je citais le cynorhodon qui est bien connu pour son poil à gratter, qui donne des petits poils qui vont se pénétrer dans la peau et donner des prurite et des éruptions. On peut avoir des irritations chimiques avec plein de plantes, bon, je cite entre autres les narcisses, mais il y en a plein d'autres. C'est un contact direct de la plante avec des substances qui sont diverses, qui vont déclencher des rougeurs, des brûlures, des bulles, voire des bulles. Et puis, il y a le cas bien connu de l'urticaire de contact à l'ortie, qui n'est pas une allergie du tout, qui est juste un apport d'histamine par l'ortie qui rentre dans la peau. Les dermatoses allergiques, c'est plus rare, mais réel. Il y a des allergies alors, on est là dans le domaine de l'allergie de type 4, de l'allergie retardée, on n'est plus du tout dans l'anaphylaxie. Ce sont des allergies de contact, donc ça donne de l'eczéma ou d'autres formes de dermatose, mais ce ne sont pas du tout des réactions violentes. Ceci dit, ça commence par le contact avec la plante, ça peut devenir des dermatoses généralisées quand même. Donc je vous ai mis l'hortensia, qui est bien connu à Angers, parce que Angers est la ville de l'hortensia, et il y a des substances dans l'hortensia susceptibles de donner des allergies de contact. Et puis une forme d'allergie qui est particulière, c'est ce qu'on appelle les phytophotodermatoses, qui sont des photoallergies qu'on trouve avec des substances de type psoralène, coumarine, qui, sous l'effet du VA, deviennent des allergènes et donnent des allergies de contact également. On peut également avoir des allergies respiratoires aux végétaux. On a parlé d'allergie alimentaire, allergie de contact. On peut aussi avoir des allergies respiratoires. Alors, ce qui est banal, ce sont les allergies au pollen, les rhumes des foins. Sachez qu'on a 3 saisons polléniques, en gros, les pollens d'arbres, assez précoces, plutôt mars-avril, février, mars-avril, les pollens de graminées, mai-juin, et puis les pollens d'herbacées qui sont un peu plus tardifs, qu'on va retrouver l'été. Et puis on va trouver aussi des pathologies professionnelles qui ne sont pas toujours des pathologies au pollen, qui sont des substances végétales diverses. Donc je vous en cite quelques-unes. Bon, il y a le boulanger avec la célèbre allergie à la farine de blé, plein de diagnostics différentiels possibles. C'est tout notre problème, c'est de savoir quel est l'allergène précis chez un patient qui décrit une pathologie à chronologie professionnelle. Les travailleurs du bois, avec plein de bois divers. Les bois exotiques sont très représentés dans les allergies respiratoires. Il y a d'autres allergènes possibles aussi. Les professions médicales qui paient un bon tribut aussi avec l'allergie au latex. Dans l'industrie agroalimentaire, on va passer vite, tout est décrit selon les types d'industrie agroalimentaire. Il y a des tas de... Bon, c'est pas très courant, c'est beaucoup des observations un peu anecdotiques, mais pratiquement tout est décrit. Voilà, pour reparler pour insister sur le domaine des allergies respiratoires et leurs difficultés pour le diagnostic, j'ai pris un exemple de la région aussi, qui est la pathologie respiratoire des horticulteurs et pépiniéristes, qu'on a beaucoup dans la région. C'est très compliqué pour nous, allergologues, parce qu'on se doute bien qu'on a une pathologie professionnelle quand on a un patient qui décrit une pathologie à chronologie professionnelle, c'est-à-dire ce patient a des symptômes quand il travaille, il va mieux quand il ne travaille pas, donc on est sûr que c'est professionnel. Le souci, c'est que les allergènes, ils sont extrêmement multiples dans ce domaine. Ça peut être, certes, être une allergie aux végétaux, ça peut dans le végétal être la feuille, la sève, le pollen, etc. Mais ça peut être les parasites des végétaux, ça peut être les phytosanitaires également qui sont utilisés, phytosanitaires chimiques, les antiparasites organiques, les petits acariens sont utilisés comme antiparasites quelquefois. Ça peut être des débris d'hyménoptères, donc vous voyez que le panel des tests qu'on va devoir faire à ce patient est extrêmement large. Il est impossible de dire sur la simple clinique où est l'allergène précisément.
Voilà, en conclusion, donc les allergies aux végétaux ont un grand polymorphisme clinique, ça va de l'allergie banale au pollen jusqu'au choc anaphylactique alimentaire en passant par les allergies respiratoires, les allergies de contact. Il y a de multiples allergènes, composants allergéniques possibles, multiples diagnostics différentiels possibles également pour nous. Et je vous remercie pour votre attention. Dans les allergènes respiratoires, ou en tout cas dans les sensibilisants respiratoires que vous avez mentionnés, est-ce qu'il y a des espèces, outre le bouleau, qui sont des espèces qui régulièrement reviennent comme espèces à problème au niveau des populations? Ceci dans l'optique de type de végétaux à utiliser pour des verdissements ou pour des utilisations civiles. Donc, de votre expérience de médecin. Dans nos régions, les pollens d'arbres qu'on trouve, les deux arbres qui arrivent en première place, c'est le bouleau et le frêne. On trouve beaucoup d'allergies au frêne aussi. Noisetier aussi, mais enfin c'est de la même famille que le bouleau, donc en général quand on a le bouleau, on a le noisetier aussi. On a l'habitude de dire qu'on est en situation croissante d'allergie. Quel point de vue avez-vous là-dessus, et particulièrement alors, en le prenant sous l'angle des allergènes végétaux? Est-ce que cette idée est fondée ou bien c'est simplement une rumeur? C'est pas une rumeur, effectivement, je pense qu'on a une nette augmentation des allergies sous toutes leurs formes, pollen, alimentaire. Je suis incapable de répondre à la question du pourquoi. Enfin, je rejoins ce que disait M. Lesser tout à l'heure, c'est tellement multifactoriel que quand on isole un paramètre, on n'arrive pas à en faire la preuve, mais parce qu'on a changé tellement de choses en même temps, notre mode de vie, notre environnement, notre façon de se nourrir, l'allaitement maternel qui tend à disparaître. Enfin, on est vraiment dans le multifactoriel et je pense qu'on a un faisceau de causes, je pense. Ok. Alors, simplement, oui, ma question, bon, actuellement, enfin, je pense que c'est un vrai débat, sur la question, faut-il ou non introduire des plantes vertes? Je ne parle pas des habitats, mais par exemple en milieu hospitalier. Je ne connais pas bien le problème des vertus des plantes vertes sur la guérison, dont vous évoquez la possibilité, pourquoi pas, hein. Je pense que le problème, c'est que ce qui n'est pas bon pour les allergiques peut être très bon pour les non-allergiques. Donc je veux dire, il ne faut pas absolument tout condamner sous prétexte qu'on peut faire des allergies. Je pense qu'il ne faut pas généraliser du tout. Je pense que c'est pas toute réponse à votre question, mais il ne faut pas tout mélanger. Je pense que les animaux peuvent être très très bénéfiques, se démontrer par des tas d'études psychologiques à l'égard de l'enfant. Bon, il se trouve que quand on est allergique, c'est pas de chance, hein, mais ce qui n'est pas bon pour cette personne-là peut être très bon pour une autre. Est-ce que la question des huiles essentielles diffusées en milieu clos, c'est-à-dire dans une salle, même en milieu sanitaire, en fait, a déjà été étudiée? Alors, étudier sur des populations générales, je pense pas. Chez nos allergiques, c'est pas très bon, c'est pas bon du tout, hein. D'une façon générale. Hein. C'est les allergiques au pollen ou aux végétaux, en général, ont des soucis quelquefois avec ce type de produit. Hein. En matière végétale, est-ce que vous avez été en situation de travailler avec des chercheurs du public ou du privé sur la diminution en tel ou tel allergène, par exemple pour le blé, de diminuer la dose d'oméga, enfin la quantité d'oméga 5 triadine dans le blé, ou amélioration végétale et diminution des allergènes? Est-ce que vous avez une idée? Moi, j'ai pas eu de contact pour travailler dans ce domaine. Ça va être très très compliqué, hein, je pense. Effectivement, il y a des produits, alors ça végétaux ou pas végétaux, qui ont des allergènes majeurs. C'est-à-dire qu'on sait que 80% de la population, et quand elle est allergique, 80% de la population allergique reconnaissent ce type d'allergène. Donc là, je pense que ce serait légitime de travailler sur des allergènes qui ne contiennent pas ce type d'allergène. Il y a des essais dans les végétaux, je pense. Il y a des essais aussi dans les animaux. Pour les animaux, aux États-Unis, ils vendent un chat sans allergène phéldéen du chat. Enfin bon. En Australie, ils travaillent sur une vache qui ne produit pas la lactoglobuline du lait, par exemple, donc ce genre de choses. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'on a pas mal d'allergènes, mais vous n'avez pas véritablement d'allergènes majeurs.
C'est-à-dire que, comme je vous l'ai montré, 2 patients allergiques ne reconnaissent pas forcément la même protéine, donc vous allez résoudre ponctuellement le problème d'une partie des patients qui reconnaissent cet allergène, mais pas de l'autre partie qui n'était pas concernée par cet allergène. Au niveau collectif, ça va être quelque chose de très très compliqué, je pense. Donc je vais conclure cette session. Tout d'abord, il faut remercier les 4 conférenciers, Monsieur Le Serre, Monsieur Richaume, Madame Blanc, je crois qu'il est déjà parti, et puis Madame Drouet, pour la clarté de leur exposé sur des sujets d'intérêt général qu'on est peu habitué à aborder dans notre communauté d'expérimentateurs, chercheurs sur et pour le végétal. Donc quelque chose d'assez nouveau et qui nous montre bien l'intérêt de voir beaucoup plus large.